Salut, c'est Rémi. Si vous êtes en train de réfléchir au fait d'investir dans un PEA, mais que vous ne savez pas forcément où chercher pour choisir vos investissements et que vous ne savez pas forcément comment le constituer, alors cette vidéo est faite pour vous. Je voudrais vous montrer dans cette vidéo les types d'investissements que vous allez pouvoir faire et ensemble, on va les classer dans 3 catégories. Il y aura d'une part les éléments risqués, d'autre part les moyennement risqués et d'autre part les très risqués dans lesquels vous pouvez investir dans un PEA. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment atteindre une performance de plus de 10% par an tout en réduisant au maximum le risque. Voici par exemple le genre de résultat que vous allez pouvoir obtenir. Vous voyez ici c'est le marché américain en rouge ci-dessous et ici c'est le portefeuille que j'ai pu établir avec les différents types d'investissements que je vais vous proposer dans cette vidéo. On voit que ici 10 000 $ en 1977 s'est transformé en 2 millions de $, qu'on a une performance de 12% par an avec une pire année à seulement moins 24%. Et à 12% par an, les résultats peuvent aller très vite. Regardez ici, si dans le taux d'intérêt je mets 12% et qu'on part du principe que dans votre PEA vous mettez par exemple 500 € tous les mois, c'est-à-dire 6 000 € par an. Eh bien, regardez ici, vous avez atteint le plafond de votre PEA en à peine 12 ans. Et ça seulement en mettant 500 € par mois. Et oui, parce que le plafond d'un PEA est d'environ 150 000 €. Cela veut dire que le plafond sera atteint ici en seulement 12 ans, seulement en mettant 500 € par mois avec la stratégie que je vais vous présenter et tout ça en réduisant le risque au maximum. Si c'est d'ailleurs un genre de vidéo qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à me mettre un gros pouce bleu et on démarre donc tout de suite. Alors petit disclaimer avant de démarrer la vidéo, il ne s'agit pas de conseils d'investissement bien entendu, c'est moi qui vous donne mon retour en tant qu'investisseur, donc d'investisseur à investisseur. Également, et parce que ça tombe sous le sens, n'investissez jamais tout votre argent dans un PEA. Un PEA, c'est quelque chose que vous faites fructifier à côté, bien entendu, d'une certaine stabilité. Donc ne faites pas tapis, ne faites pas de crédit non plus, investissez dans la limite du raisonnable. Et également, gardez toujours un petit peu d'argent en cash. Alors, vous le verrez, je vous en parle souvent du fait que le problème du cash, c'est que ça perd de la valeur année après année à cause de l'inflation, c'est-à-dire que les prix de manière générale augmentent, mais il faut quand même avoir un petit matelas de sécurité en cash au cas où, c'est-à-dire vous avez dans un compte peut-être 3 mois, 6 mois de dépenses d'avance en cash au cas où. Donc gardez toujours un petit peu de cash à côté pour des éventuels, on va dire, imprévus et le reste, vous pouvez l'investir dans un PEA en choisissant bien et intelligemment dans quoi vous allez investir et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Commençons donc tout de suite par les types d'investissements peu risqués. Alors dans cette catégorie, j'en ai mis qu'un seul, il s'agit des obligations. En gros, pour simplifier, une obligation, c'est un prêt que vous allez faire à une entreprise ou à un État. De manière générale, je vous conseille vraiment de rester dans la catégorie État parce que les entreprises, si l'entreprise coule, vous ne récupérez pas votre argent. En gros, voilà comment ça fonctionne. Une obligation, c'est un montant que vous allez prêter pendant une certaine durée. Plus la durée est longue, plus vous allez toucher des taux d'intérêt et ces taux d'intérêt vous seront payés tous les trimestres ou tous les ans, ça dépend de l'obligation. Donc, vous prêtez de l'argent pendant une durée donnée. En échange, pendant toute la durée, vous percevez des intérêts et à la fin de la durée du prêt, vous récupérez la totalité de l'investissement que vous avez fait. Ça, c'est ce qu'on appelle des obligations et les États émettent des obligations parce qu'ils ont besoin d'argent. Donc, ils émettent des obligations, ils demandent de l'argent, vous leur donnez votre argent, en échange, ils vous donnent un pourcentage tous les ans ou tous les trimestres et à la fin de la durée de l'obligation, vous récupérez votre argent. La première raison pour laquelle j'ai voulu le mettre dans cette partie peu risquée, c'est parce que tout simplement, ça reste quand même très peu volatile avec les années. C'est-à-dire qu'on considère que les obligations, c'est l'actif le moins risqué dans lequel investir. Deuxièmement, étant donné que c'est généralement à un État, en fonction de comment vous allez choisir vos obligations, c'est à un État qu'on prête de l'argent, il y a peu de chances que cet État soit insolvable. Si vous prêtez à la France, à l'Allemagne ou quoi, il y a peu de chances. Même si, en effet, ce risque est de plus en plus élevé à cause du fait que les États sont de plus en plus endettés. Mais de manière générale, on considère encore aujourd'hui que les obligations restent l'investissement le plus sécuritaire qui existe. Le problème, bien entendu, c'est que cette sécurité a un prix et qu'une obligation a une performance très faible. Regardez ici si on compare les obligations et les actions. Si vous aviez par exemple donc en 73 investi 10 000 $ 100% sur le marché américain en actions et 10 000 $ idem sur le marché obligataire américain également, la totalité du marché obligataire, et bien dans le premier cas vous auriez gagné 7 979 000 $, donc c'est juste incroyable, mais le problème c'est qu'avec les obligations vous n'auriez gagné que 436 000 $, vous imaginez. Donc les obligations c'est extrêmement intéressant, mais le problème c'est que ça dégage très peu de performance. On le voit ici, la pire année avec les actions c'est moins 32%, donc il y a quand même des
des grosses baisses, alors que les obligations, on n'est que à moins 6%. C'est la pire année sur une période, vous voyez ici, de plus de 50 ans. Donc ça reste quand même extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, même quand vous demandez à votre banquier, etc., la plupart du temps, ils vont vous demander quel est votre profil d'investisseur. Est-ce que vous êtes plutôt offensif, défensif? Est-ce que vous êtes stressé par rapport au risque, ou est-ce que le risque ne vous dérange pas, etc. Et bien souvent, la plupart des banquiers, ils font un portefeuille hyper classique qui est le 60-40, 60% actions, 40% obligations. C'est-à-dire que vous avez 60% d'actions pour de la performance et 40% d'obligations pour réduire la volatilité, c'est-à-dire les risques de hausse et de baisse de votre portefeuille pour lisser sa performance. Donc avoir des obligations, ça a du sens. Est-ce que faire un 60-40, ça a du sens? Je ne suis pas sûr. Il y a d'autres solutions parce qu'un 60-40 a très peu de performance du fait qu'il y a beaucoup d'obligations. Alors concrètement, comment on fait pour acheter des obligations dans le cadre d'un PEA? La solution la plus simple, c'est un ETF. Un ETF, c'est très simple, c'est un produit financier qui a pour but de suivre l'évolution d'un indice. Alors vous le savez, aujourd'hui, on ne peut pas directement investir sur les indices. Les indices, c'est ce qui nous donne des indications de marché. Est-ce que le marché français est à la hausse? Comment on fait pour le savoir? Il y a un indice qui s'appelle le CAC 40 qui nous montre les 40 plus grosses sociétés françaises, et en fonction de l'évolution de cet indice, on peut dire si oui ou non le marché français se porte bien. Le problème, c'est qu'on ne peut pas directement acheter un indice puisque l'indice, ce n'est qu'un indicateur. Et c'est là où les ETF rentrent en jeu. C'est des fonds de placement qui ont mis en place ces produits financiers qui ont pour seul et unique objectif de suivre les performances des indices. Ils ne prennent pas de décision d'investissement, c'est du passif, et ils ont juste un objectif, c'est de suivre l'évolution. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça dilue le risque parce que quand vous achetez sur un ETF sur le CAC 40, vous investissez dans 40 sociétés et pas dans une seule. L'autre gros avantage, c'est qu'il y a très peu de frais. Et donc pour les obligations, il existe des indices de marché obligataire, que ce soit l'Europe, les États-Unis, etc. Et dans le cadre d'un PEA, il en existe. Pour trouver des ETF, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle par exemple Just ETF. Vous allez dessus, vous mettez Search ETF, et là vous avez donc, comme vous le voyez ici, on a 1997 ETF qui sont disponibles en Europe. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va tout de suite descendre ici et cocher la case éligibilité PEA. On voit qu'on tombe ici à seulement 178, et quand on veut sélectionner tout simplement les obligations, on voit là qu'il n'y en a qu'un seul, donc bonds, obligations, et le seul ETF obligataire qu'on va pouvoir utiliser, ça va être donc l'IXOR, c'est l'émetteur, PEA, donc il est bien éligible au PEA, obligation d'État, donc ça c'est bien euro. Donc là on voit que c'est des obligations européennes. Ok, donc on va regarder à quoi consiste cet ETF. Donc on va descendre, on voit que alors le problème, c'est que la taille est vraiment petite, il n'y a que 8 millions d'encours sous gestion, donc c'est très faible. Ça coûte cher également, on est à 0,4%, donc c'est assez cher. Vous verrez qu'il existe des ETF beaucoup moins chers. Donc pour moi, c'est pas un très bon ETF à posséder. Néanmoins, les obligations restent une très bonne chose, donc voilà. Mais en l'occurrence, c'est le premier actif que vous pouvez mettre dans un PEA, ce sont des obligations pour réduire le risque. Passons à présent aux actifs moyennement risqués. Alors, l'actif moyennement risqué, je vais mettre ici les ETF actions. Alors quand on retourne sur Just ETF, ici qu'on va dans PEA, et là on va tout simplement mettre equity, donc action, et on va regarder un petit peu tous les ETF qui sont disposés ici. Pourquoi je le mets dans moyennement risqué? C'est parce que vous avez donc des actions qui vous permettent donc d'avoir beaucoup de performance, comme on l'a vu tout à l'heure, mais comme c'est un ETF, on est diversifié. Ça peut être à la fois sur un pays, ça peut être à la fois sur même le monde entier, etc. Regardez par exemple, on va regarder en fonction de la taille du fonds, donc là c'est en millions, hein. Donc là il y a 6 milliards, 5 milliards, 4 milliards, etc. On peut voir ici, donc le DAX c'est la bourse allemande, donc on va regarder iShare Core DAX, donc on peut voir ici l'objectif. Donc voilà, ici on investit sur les 40 plus grosses sociétés allemandes tout simplement. Donc ici ça peut être intéressant, on voit que c'est 128 € pour rentrer sur cet ETF là. Les frais sont de 0,16%, alors il y a mieux, on le verra juste après. On investit dans la devise euro, donc c'est intéressant. Donc au cours de la dernière année, il a fait 7%. C'est pas le meilleur, honnêtement. Je pense qu'il y a bien mieux. On peut voir ici qu'on est investi à 85% en Allemagne, 10% en Angleterre, 5% aux Pays-Bas. Et on voit les différents domaines, etc. Donc voilà en fait comment concrètement se compose un ETF. On va regarder d'autres ETF ici. Donc quand on retourne, donc je suis toujours sur les 175 PEA, on va regarder par exemple, on va filtrer un peu et on va dire ben voilà, moi je veux un fonds qui fait au moins on va dire 100 millions au minimum, comme ça s'il a une certaine taille, ça reste quand même intéressant c'est pas un petit ETF avec 0, etc. Donc là vous voyez qu'on tombe à 82, déjà c'est pas mal. Et au niveau des frais, on va mettre que... alors, est-ce qu'on a les frais ici? Non.
Ok, bon, on n'a pas les frais, c'est pas grave. On peut classer par frais ici. Hop. Et là, on voit qu'on a le moins cher, qui n'est pas forcément le plus intéressant, attention. Mais on voit qu'on a le moins cher. Donc ici, c'est Stocks 50 euros. Donc là, en gros, c'est les 50 plus grosses sociétés dans la zone euro. Vous pouvez voir qu'ici, on peut rentrer à 42 euros. On est à, donc sur l'année en cours, 15%, c'est pas mal. Et donc, on est à 0,05% de frais, donc c'est hyper intéressant. Donc voilà, concrètement, en fait, l'idée, c'est d'investir sur des ETF actions. Ça reste vraiment, vraiment intéressant. Et quand on regarde, par exemple, le plus performant au cours de l'année, on peut voir qu'ici, on a donc le Stocks Bank, on a le 600 Bank ici, on va avoir aussi, est-ce qu'on a du marché américain un petit peu, parce que là on n'est que sur le marché US. Voilà, ici par exemple, l'Ixor PEA S&P 500, on va regarder dessus. Et donc là, l'objectif c'est de reproduire l'évolution du S&P 500, c'est-à-dire les 500 plus grosses sociétés américaines. Ici on voit qu'on est à 0,15% de frais, donc c'est vraiment intéressant si vous voulez investir sur les performances américaines. 32 euros seulement, donc c'est vraiment intéressant, 22% de croissance, pas mal. Et après vous avez tout un tas de détails. Donc voilà pour le premier actif moyennement risqué. Le deuxième actif moyennement risqué, c'est toujours les ETF, mais cette fois-ci ça va pas être les actions, ça va être au niveau de l'immobilier. Alors le seul problème avec, avec tout simplement le PEA au niveau de l'immobilier, c'est qu'on ne peut pas investir directement dans l'immobilier. Il existe aujourd'hui des ETF qui vous permettent tout simplement d'investir dans l'immobilier. C'est-à-dire que le fonds achète de l'immobilier, loue les biens immobiliers et les loyers perçus sont reversés aux actionnaires. Là, en l'occurrence, c'est pas vraiment ça. Là, c'est un ETF qui va investir dans le domaine de l'immobilier, donc c'est un peu moins intéressant. Donc, on va regarder. Donc, on va aller donc ici et on va mettre Real Estate, qui veut dire immobilier tout simplement. Et on voit qu'on a deux ETF pour le PEA. On a PEA Immobilier Europe. On va regarder ce que c'est et Europe 600 Real Estate. Alors, on va regarder. Donc, celui-ci est plus gros en capitalisation, mais vous voyez qu'il fait que 34 millions, donc c'est faible. Il a des frais de 0,30%, donc ça va, et une performance de 12%. Donc, on va regarder celui-là. Il m'a l'air intéressant. Donc, ici, c'est tac tac tac. Ok, donc donc c'est les 600 plus grosses en gros sociétés dans le domaine de l'immobilier en Europe. Donc ça semble plutôt intéressant quand même, hein. On est à 43 euros pour rentrer, 0,3% de frais. Ok, donc réplication synthétique, bon. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On est à 12% de croissance, c'est plutôt intéressant. Donc à regarder, ça peut être vraiment intéressant. Et il est disponible à la Bourse de Paris, donc vous le voyez ici. Donc ça peut être intéressant d'investir sur des ETF dans l'immobilier, puisque l'immobilier est un peu moins volatile. Il va avoir également, dans les périodes de crise, il peut parfois aussi monter. Et l'immobilier sur le long terme, c'est un marché qui évolue quand même à la hausse de manière générale. Donc ça peut être intéressant de miser par exemple sur le marché immobilier euro dans le cadre de votre PEA tout simplement. Et ça permettra également de réduire le risque puisque c'est aussi moins volatile forcément que les actions. À présent, dans le cadre des actifs très risqués dans lesquels je vous recommanderais d'investir très peu, c'est-à-dire au maximum 5% de votre patrimoine, enfin de votre portefeuille PEA, maximum 5% parce que là c'est des actifs très risqués, c'est-à-dire que ça peut très bien monter comme ça peut carrément vous faire tout perdre. Donc attention avec ces actifs-là, vraiment investissez dessus avec des pincettes à hauteur de 5 à 7, 10% maximum. Le premier actif, c'est les actions individuelles éligibles au PEA parce que toutes les actions ne sont pas éligibles au PEA bien entendu. Et donc là je parle des actions individuelles. Vous l'avez vu, comparé aux ETF, ici vous achetez une seule action. Dans un ETF, quand on achète un indice, il n'y a presque aucune chance que votre portefeuille arrive à zéro si vous le gardez sur le long terme parce que on investit sur le marché. Le S&P 500 par exemple, c'est les 500 plus grosses sociétés américaines. Quand il y en a une des sociétés qui sous-performe, elle quitte l'indice et une autre prend sa place. Donc vous avez toujours les plus performantes. Donc ça ne peut que monter en réalité. Sauf si c'est le marché total qui s'effondre. Mais quand vous achetez dans une action individuelle, si cette entreprise fait faillite, si elle a des mauvais bilans à la fin de l'année, etc., et qu'elle chute drastiquement, et bien là, vous perdez votre investissement. On a un exemple très parlant en l'occurrence. Donc là, dans les années 2000, l'action Vivendi qui est montée, et tout le monde disait c'est le meilleur investissement, etc., et qui ensuite, tout simplement a chuté ici, et n'a jamais repris ses points les plus hauts. Regardez un petit peu ici. Si je prends le point ici le plus haut, là, on voit que l'action n'est jamais remontée à ce niveau-là.
Jamais. Et ça fait, c'était dans les années 2000. Donc vous voyez que là, les personnes peut-être qui auraient investi, donc là on était à, vous voyez, 54. Les personnes qui ont investi à 54 en 2000 ici, on voit que même aujourd'hui en 2022, elles ont toujours perdu, vous voyez, hein, ici on a été divisé par 5 et c'est jamais remonté. Et c'est ça le problème des actions, c'est que on ne sait pas vraiment si c'est le bon moment, on ne sait pas si elle va monter ou descendre. Une action peut également couler. On a connu des entreprises qui ont complètement fait faillite. Ça a été le cas notamment de la banque Lehman Brothers, l'une des plus grosses banques du monde, qui a mis la clé sous la porte en 2008-2009 à cause de la crise de l'immobilier. Et donc, on n'aurait jamais pu croire qu'une banque aussi énorme fasse faillite. Imaginez BNP Paribas, Crédit Agricole, Caisse d'épargne qui met la clé sous la porte et vous perdez tout votre argent. Ça paraît juste dingue, mais c'est pourtant déjà arrivé et c'est le problème quand on investit sur une seule action. On met tous ses œufs dans le même panier. Un ETF, on est diversifié. Mais ça peut valoir parfois le coup si vous avez une vraie conviction dans une action en particulier, comme Tesla, Apple, peu importe, je parle des plus connus, et d'avoir maximum 5% de son portefeuille dedans. Dans ce cas-là, vous pouvez aller regardez les actions qui sont éligibles au PEA, bien entendu. Il y a des actions qui, bien entendu, peuvent valoir le coup. Et je vous recommanderais toujours d'investir dans des actions qu'on appelle de valeur, c'est-à-dire des actions vraiment de bons pères de famille qui ne sont pas, on va dire, sujettes à la mode ou à une technologie qui pourrait éventuellement s'effacer d'ici quelques années. Mais plutôt d'investir dans les vraies sociétés solides comme par exemple Coca-Cola, comme dans des sociétés de première consommation comme, je sais pas, le papier toilette. Enfin, je donne des exemples de base, mais pour que vous compreniez là où je veux en venir. Maintenant, vous pouvez bien entendu investir dans des sociétés qu'on appelle de croissance comme Tesla, Apple, Amazon qui sont bien entendu des sociétés à la mode, qui croient de manière exponentielle, etc. Mais le problème c'est qu'on ne sait pas si ça va continuer, donc attention, ça peut être intéressant mais c'est quand même très risqué. Pour finir, on a également dans les actifs très risqués des ETF également, mais un type d'ETF bien particulier, ça va être les ETF short et levier. Je vais vous montrer, donc quand je vais dans les ETF ici, donc je vais choisir donc tout simplement PEA tout simplement, et quand je vais descendre en bas on voit ici on a short et leverage, donc c'est en gros levier et short. Ça qu'est-ce que ça veut dire? Donc on voit qu'on en a 36 quand même. Short ça veut dire que vous investissez sur une baisse. Quand le marché baisse, votre ETF lui va monter, donc ça peut être intéressant dans le cadre où on prédit vraiment une baisse de marché et nous on veut profiter de la baisse pour monter. Donc en fait il va reproduire l'exact opposé du marché, donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, mais attention parce que si le marché monte, vous baissez. Bien entendu, ça marche dans les deux cas. Donc attention parce que ça peut être tout simplement risqué. L'autre type d'ETF, c'est les ETF leviers. Et là, je vous recommanderais de faire vraiment très attention. C'est que par exemple, quand le marché monte de 1, vous montez de 2 ou de 3 par exemple. Mais par contre, s'il baisse de 1, vous baissez de 2 ou de 3. Donc attention, c'est bien à la hausse, mais à la baisse, ça peut vous faire perdre très rapidement beaucoup d'argent. Regardons ici par exemple dans ces ETF disponibles. Donc généralement, ils coûtent un peu plus cher. On voit qu'on est 0,3, 0,6, etc. Et on va regarder un petit peu ce qu'on a. Donc ici on a du leverage sur le CAC 40 en x2, donc voilà, vous avez compris ce que c'était. Ici Stoxx 50, donc c'est les 50 plus grosses sociétés de la zone euro en leverage x2. Donc on va regarder celui-ci par exemple, et on regarde donc par exemple là on peut voir que sur l'année où il y a eu un marché de croissance on est à 27%, donc ça peut être intéressant. Par contre regardez ici, on est passé là. On a eu une grosse baisse là, c'est-à-dire que si vous aviez 100 ici, je pense que vous perdiez 50%, peut-être même 60%, on voit... ouais, peut-être même 60% en réalité là sur cette baisse là en 2021. Donc ça fait mal. Vous avez 100, vous passez à 40. Il faut tenir le choc, quoi. C'est juste ça. Donc moi je ne suis pas fan de ces ETF là parce que ma stratégie c'est d'investir sur le long terme, de tenir des positions pendant plusieurs années et de fermer les yeux, c'est-à-dire de faire quelque chose de passif. Le problème de ces ETF c'est que garder un ETF en levier x2 sur le long terme, il faut, moi je ne le recommanderais pas et ça reste quand même vraiment risqué. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair dans votre tête sur comment un petit peu choisir vos types d'investissements, dans quoi investir, dans quoi pas investir. Réfléchissez à un bon portefeuille, essayez de diversifier entre le risque et tout simplement la protection. Et si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, si vous souhaitez faire les choses sérieusement pour éviter des erreurs qui pourraient vous coûter très cher, j'ai réalisé une série de 4 vidéos de formation gratuites que vous pouvez regarder dès maintenant. Vous pouvez cliquer sur l'image qui se trouve juste ici pour y accéder maintenant, dans laquelle vous découvrez étape par étape comment investir vous aussi. Je vous mets le lien également dans la description et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous avez des questions, je réponds à tous les commentaires. Cliquez sur l'image qui apparaît juste ici, on se retrouve de l'autre côté. En tout cas, j'ai vraiment pris plaisir à faire cette vidéo pour vous. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder et on se dit à très bientôt. Ciao.